Kensuke. Il était tout petit, pas plus grand que moi. Et c'était le plus vieil homme que j'ai jamais vu. Il ne portait rien d'autre qu'un vieux pantalon noué autour de la taille. Un grand couteau était enfilé dans sa ceinture. Il était maigre aussi. Le peu de cheveux qu'il avait sur la tête et les poils de la petite barbe qui pendait à son menton étaient fins, longs, blancs. Je vis immédiatement qu'il était très agité. Son menton tremblait. Ses yeux aux paupières tombantes lançaient des regards accusateurs et furieux. « Dameda! Dameda !» me hurla-t-il. Tout son corps tremblait de rage. Je reculai tandis qu'il se précipitait vers moi en gesticulant sauvagement avec un bâton. « Dameda! Dameda !» Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. C'était peut-être du chinois ou du japonais. J'allais m'enfuir en courant quand Stella, qui curieusement n'avait pas aboyé, s'éloigna soudain de moi et se mit à bondir autour de lui. Ses poils n'étaient pas dressés, elle ne grognait pas. Ébahi, je la regardais lui faire fête comme à un vieil ami enfin retrouvé. Il n'était plus qu'à quelques pas de moi quand il s'arrêta. Il s'appuyait sur son bâton, essayant de reprendre son souffle. « Américajin! Américajin! Américain! Hey, Kokujin! English ?» « Oui, dis-je, soulagé d'avoir enfin compris quelque chose. « Anglais! Je suis anglais !» Il sembla avoir beaucoup de mal à trouver ces mots. « Pas bon! Feu! Pas bon! Compris! Pas feu !» Il avait l'air moins en colère à présent. « Mais mon père, ma mère pourraient le voir la fumée !» Il était évident qu'il ne me comprenait pas. Je lui montrai donc la mer pour lui expliquer. « Là, ils sont là-bas. Ils verront le feu. Ils viendront me chercher. » Il redevint aussitôt agressif. « Dameda !» cria-t-il en agitant son bâton vers moi. « Pas feu !» Pendant un instant, je crus qu'il allait me frapper. Mais il se contenta de remuer le sable à mes pieds avec son bâton. Il traçait les contours de quelque chose. On aurait dit qu'il dessinait une sorte de fruit. Une noix, peut-être, ou une cacahuète. J'avais compris. C'était une carte de l'île. Quand il eut fini, il s'agenouilla et fit un tas de sable à chaque extrémité. Les deux collines. Puis, d'un geste décidé, il traça une ligne droite d'un bout à l'autre en retranchant la plus petite partie de l'île de la plus grande. « Toi, garçon, toi, ici !» me dit-il en me montrant ma caverne au bout de la plage. Il s'accroupit et se frappa la poitrine. « Kensuke! Moi, Kensuke! Mon île !» Il abattit sa main comme un couperet, séparant l'île en deux. « Moi, Kensuke, ici! Toi, garçon, ici !» Je compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Soudain, il se releva et agita son bâton vers moi. « Pas, garçon, pas! Pas feu! Dameda, pas feu! Compris ?» Je m'en allai aussitôt sans discuter. Quand, au bout d'un moment, j'osai me retourner, le feu ne fumait plus du tout. Il avait été complètement éteint. Le vieil homme avait disparu. Je passai le reste de la journée dans ma grotte. J'avais peur. J'étais en colère. J'étais complètement désorienté. Je restais assis là, essayant de rassembler mes idées. J'avais bien l'impression, sans pouvoir en être sûr, que nous n'étions que deux êtres humains dans cette île, le vieil homme et moi. Il paraissait donc logique que ce soit lui qui m'ait laissé le poisson, les bananes et l'eau. Il s'agissait sûrement d'un signe d'amitié ou de bienvenue. Et pourtant maintenant, ce même homme m'exilait à un bout de l'île. Et il me faisait clairement comprendre qu'il ne voulait plus jamais me rencontrer. Et tout cela parce que j'avais allumé un feu. C'était absurde. J'examinais ma situation sans complaisance. J'étais bloqué dans une île complètement perdue, avec pour toute compagnie un homme probablement fou, une bande de singes braillards, toutes sortes de bêtes inquiétantes tapies dans la forêt, et des millions de moustiques qui allaient me dévorer vif pendant la nuit. Je ne savais qu'une chose,
Je devais partir. Mais comment ? Comment pourrais-je jamais quitter cette île si je n'avais pas les moyens d'attirer l'attention d'un bateau de passage ? Je pourrais aussi bien rester là toute ma vie. Je préférais ne pas m'appesantir là-dessus. Je me demandais depuis combien de temps le vieil homme était sur cette île et ce qui avait bien pu l'y amener. Qui était-il ? Et pour qui se prenait-il pour me dire ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas faire ? Pourquoi avait-il éteint mon feu ? J'eus soudain l'impression d'avoir déjà vu le visage du vieil homme quelque part. Je ne voyais pas comment. Tandis que j'étais allongé sur le sable, en réfléchissant à cette énigme, le bout de verre qui était dans ma poche appuya contre ma hanche. Je me sentis tout de suite mieux. J'avais toujours de quoi allumer un feu. J'en referai un, mais cette fois je le ferai brûler là où le vieil homme ne pourrait l'apercevoir. J'attendrai qu'un bateau passe, et jusque-là, je m'arrangerai pour survivre. Le vieil homme avait survécu, ici. Puisqu'il avait su le faire, je devais en être capable, moi aussi. J'avais de nouveau soif et faim. Je me dis que dès le lendemain matin, j'irai dans la forêt chercher de la nourriture. Je trouverai de l'eau. D'une manière ou d'une autre, j'attraperai aussi des poissons. Je passai la nuit à maudire les hordes d'insectes qui m'assaillaient et la forêt jacassante qui ne voulait pas se taire. Je pensais au vieil homme. J'étais encore en train de me demander quel nom il avait dit porter quand je m'endormis. Je me réveillai et immédiatement je sus qu'il était venu. C'était comme si je l'avais rêvé. Stella semblait avoir fait le même rêve, car elle bondit aussitôt sur les rochers au-dessus de la grotte. Elle trouva ce qu'elle attendait manifestement, son écuelle, de nouveau pleine d'eau. Sur la pierre plate un peu plus haut, je trouvai la même boîte retournée, avec mon bol d'eau à côté, exactement comme la veille. Je savais qu'il y aurait de l'eau dans le bol, et tandis que je poussais la boîte de côté, qu'il y aurait de la nourriture. Assis les jambes croisées sur le rocher, mâchant rageusement mon poisson, je compris exactement ce que sa façon de faire signifiait. Nous n'étions pas amis, nous n'allions pas le devenir. Il me maintiendrait en vie, ainsi que Stella, mais uniquement si je vivais selon ses règles. Je devais rester dans la partie de l'île qu'il m'avait attribuée et ne jamais allumer de feu. Je savais que je n'avais pas le choix. Il avait même tracé une ligne de démarcation sur le sable qui allait de la forêt jusqu'à la mer, des deux côtés de l'île. Stella la franchissait, bien sûr. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Mais moi, non. Ce n'était pas la peine. Malgré l'animosité que j'avais vue dans ses yeux et son énorme couteau à la ceinture, je ne pensais pas vraiment qu'il me ferait du mal. Mais parce qu'il me faisait quand même peur et que j'avais trop à perdre, je ne voulais pas l'affronter. Après tout, il nous fournissait tous les jours l'eau et la nourriture dont nous avions besoin. Je commençais à trouver moi-même quelques fruits comestibles. C'était délicieux, mais je n'arrivais jamais à en trouver suffisamment. Et Stella n'en mangeait pas. J'essayais de pêcher là où l'eau était peu profonde. Je me confectionnais une sorte de lance rudimentaire, un long bâton que j'avais aiguisé contre un rocher, mais je ne frappais pas assez vite. Il y avait souvent beaucoup de poissons, mais ils étaient trop petits et trop rapides. C'est pourquoi, que cela me plaise ou pas, nous avions toujours grand besoin de la ration quotidienne de poissons, de fruits et d'eau que le vieil homme nous apportait. Du haut de ma colline, je pouvais apercevoir le vieil homme de loin. Souvent, le matin, je le voyais pêcher des poissons à la lance, parfois seul, mais souvent accompagné d'un groupe d'orangs-outans qui restaient assis sur la plage à le regarder. Un jour, j'en comptais jusqu'à 14 ou 15. J'essayais 100 fois de rester éveillé jusqu'au moment où le vieil homme apportait ma nourriture, la nuit, mais je n'y parvins jamais. Je n'arrivais même pas à l'entendre une seule fois. Pourtant, tous les matins, l'eau était là, et le poisson aussi. Mon cauchemar récurrent, c'était les moustiques, la nuit.
Dès la tombée du jour, il me dévorait tout vif. Mes nuits étaient une longue torture, et le matin je me grattais jusqu'au sang. Mon seul soulagement était de me tremper souvent dans la fraîcheur de la mer. J'en étais arrivé au point de redouter la tombée de la nuit. Je pleurais tout haut de désespoir, en frappant les moustiques et en les chassant de la main. Il me tardait de retrouver le matin, la fraîcheur de la mer et le vent en haut de ma colline. C'était là que je passais la plus grande partie de la journée, assis tout en haut, scrutant la mer, et espérant, priant même parfois, qu'un bateau passe. Mais l'océan était toujours vide. J'avais aussi de sérieux problèmes avec les coups de soleil. Je m'étais rendu compte trop tard qu'il fallait garder mes vêtements sur moi toute la journée et que je devais me faire un chapeau pour protéger du soleil mon visage et mon cou. Je me fis un grand chapeau, genre chapeau chinois, fait de feuilles de palmier entrelacées. J'étais assez fier de mon œuvre. Les coups de soleil, je m'en aperçus assez vite, étaient un inconvénient que je pouvais éviter et que l'eau de mer apaisait. À midi, je descendais de ma colline et me rendais dans ma caverne pour me protéger de la chaleur brûlante du soleil de l'après-midi. Ensuite, j'allais me baigner. C'était le moment que Stella attendait. Je passais de longues heures à lui lancer un bout de bois. Elle adorait ça, et pour être franc, moi aussi. Nous ne nous arrêtions qu'à la tombée de la nuit. Le crépuscule nous surprenait toujours trop tôt, et nous renvoyait de nouveau dans notre grotte, de nouveau à mes batailles nocturnes contre mes suceurs de sang. Un jour, je découvris quelque chose sur le sable, juste devant ma grotte. De loin, on aurait dit un bout de bois rejeté par la mer, mais il ne s'agissait pas du tout d'un bout de bois. C'était un tapis tressé, enroulé. Je le déroulai. À l'intérieur, soigneusement plié, il y avait un drap blanc. Il savait. Le vieil homme connaissait tous mes malheurs. Il avait dû me voir me gratter, il avait sûrement aperçu les marques rouges sur mes jambes et mes bras. Cela voulait-il dire qu'il m'avait pardonné d'avoir allumé un feu? J'emportai le tapis dans ma grotte, le déroulai, m'enveloppai dans le drap et restai étendu là, riant de joie. Cette nuit, je remonterai le drap sur mon visage et ces damnés moustiques ne pourraient plus rien contre moi. Je courus sur la plage jusqu'à la ligne de démarcation. Là, je m'arrêtai, mis mes mains en porte-voix et criai « Merci! Merci pour le lit! Merci! Merci !» Je n'attendais pas vraiment de réponse et personne ne vint. J'avais espéré qu'il viendrait, mais je fus déçu. J'écrivis donc mes remerciements dans le sable, à côté de la ligne de démarcation, et signai. J'avais tellement envie de voir le vieil homme, de lui parler, d'entendre une voix humaine, même s'il était un peu fou, même si je ne comprenais pas ce qu'il disait. Le lendemain matin, je remontai avec Stella en haut de ma colline, ou de ma colline de guet, comme je l'appelais désormais. J'avais appelé l'autre sa colline. J'étais en train de réparer mon chapeau chinois, remplaçant certaines palmes, car elles ne tenaient jamais ensemble très longtemps, quand je levai les yeux et vis un bateau à l'horizon. Il n'y avait pas de doute, c'était la longue et lourde silhouette d'un pétrolier géant. Abunai. Je me levai aussitôt et criai de toutes mes forces en agitant frénétiquement les bras. Je sautai en l'air en hurlant pour qu'il s'arrête, qu'il m'entende, qu'il me voie. « Je suis là! Là! Je suis là !» Je ne m'arrêtai que lorsque j'eus la gorge en feu et ne pouvais plus crier. Le pétrolier glissait à l'horizon avec une lenteur désespérante. Il ne changeait pas de direction et je sus qu'il ne le ferait plus.
Je compris aussi que personne ne regarderait, et que même s'il le faisait, l'île tout entière leur apparaîtrait comme une vague petite bosse, au loin. Comment pourrait-il me voir ? Impuissant, je dus me contenter de regarder le pétrolier s'éloigner inexorablement de moi, puis disparaître à l'horizon. Tandis que je restais là, sur le sommet de la colline de Gay, à regarder le pétrolier disparaître, une colère brûlante remplaça peu à peu mon désespoir. Si j'avais eu le droit de faire un feu, j'aurais eu au moins une chance. Les marins auraient peut-être vu la fumée. Le vieil homme m'avait donné une natte pour dormir, et un drap, je ne l'oubliais pas. Il veillait sur moi, il me maintenait en vie, mais il me gardait aussi prisonnier. Quand la dernière trace du pétrolier eut disparu de ma vue, je me promis de ne plus jamais laisser passer ma chance. Je fouillai dans ma poche. J'avais toujours mon précieux morceau de verre. Je décidai de construire un autre feu, pas sur la plage où il pourrait le voir, mais ici, sur la colline de Gay, derrière les rochers et bien caché pour qu'il ne puisse pas le découvrir, même avec des jumelles. Car à présent, tout me portait à croire qu'il en avait. Je ramasserai un grand tas de bois, j'en ferai un phare, mais je ne l'allumerai pas. Je le préparerai bien comme il faut et j'attendrai de voir un bateau. Puisque j'en avais vu un passer, il y en aurait sûrement d'autres. Et quand il viendrait, je ferais brûler un tel brasier que le bateau qui passerait par là ne pourrait pas ne pas le voir. À partir de ce moment, je ne restais plus toute la journée à attendre, assis en haut de ma colline de Gay. J'employais le plus clair de mon temps à fabriquer mon signal de détresse, mon phare. Je prenais de grosses branches dans la forêt et les traînais le long de l'éboulis rocheux. Puis je les empilais, mais du côté de la colline qui donnait sur la mer, un endroit parfait pour être vu de l'océan quand le feu serait allumé, mais bien à l'abri des yeux fureteurs du vieil homme que je considérais désormais comme mon geôlier. Il me fallut plusieurs jours de travail intensif pour construire mon phare secret. Une nuit, un orage éclata. Un orage terrifiant, avec une pluie diluvienne et tant de vent qu'il me fut impossible de fermer l'œil. Il fallut 4 jours pour que l'orage passe, mais même au pire moment, mon poisson et mes fruits m'attendaient chaque matin sous la boîte de fer blanc qu'il avait solidement fixée au rocher pour qu'elle ne s'envole pas. Je restais à l'abri dans la grotte avec Stella. Tout ce que nous pouvions faire, c'était regarder la pluie tomber à torrents. Je pensais souvent à mes parents sur la Peggy Sue. Je me demandais où ils pouvaient bien être. J'espérais seulement qu'ils avaient pu éviter le typhon, car c'en était un. Puis, un matin, l'orage s'arrêta aussi vite qu'il s'était déclaré. Le soleil brillait et je m'aventurai dehors. Je grimpai aussitôt sur la colline de Gay pour voir si je n'apercevais pas de bateau qui ait peut-être fait fausse route à cause de la tempête. Il n'y avait rien. Ce fut une déception, mais mon phare, au moins, n'avait pas été détruit. Il était trempé, bien sûr, mais intact. Je ne pouvais plus faire de feu jusqu'à ce qu'il sèche. Toute la journée, l'air fut chaud et lourd. Le seul endroit où l'on pouvait se rafraîchir était la mer. Aussi passai-je la plus grande partie de la journée à me prélasser dans l'eau. Je faisais la planche dans l'eau quand j'entendis la voix du vieil homme. Il courait sur la plage, nous criant quelque chose en agitant sauvagement son bâton en l'air. « Yamero, Abunai, dangereux, compris, pas nager !» Il n'avait pas l'air furieux contre moi, comme la première fois, mais plutôt inquiet. Je regardais la mer autour de moi. Je ne voyais pas de danger particulier. « Pourquoi ?» lui demandai-je. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il avait jeté son bâton sur la plage et pataugeait dans l'eau en se dirigeant vers moi. « Pas nager, Dameda, Abunai, pas nager !» Il m'attrapa alors par le bras et me tira de force hors de l'eau. « Dangereux, très mauvais, Abunai !» me dit-il en me montrant la mer. « Pas nager, très mauvais, pas nager, compris ?» Il me regarda dans les yeux d'un air dur, me faisant clairement comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un conseil, mais d'un ordre auquel je devais obéir.
Puis il fit demi-tour, récupéra son bâton et retourna dans la forêt. J'étais scandalisé par la monstrueuse injustice de tout son système. Pour commencer, il ne me permettait pas d'allumer de feu. Ensuite, il me bannissait à un bout de l'île, et maintenant je n'avais même plus le droit de nager. J'avais envie de le traiter de tous les noms, mais je n'en fis rien. Je ne retournais pas non plus nager dans la mer. Je capitulais, je cédais, car j'étais obligé de le faire. J'avais besoin de sa nourriture, de son eau. Tant que mon tas de bois ne serait pas sec, tant qu'un autre bateau ne passerait pas, je serais obligé de me conformer à sa loi. Jusque-là, à part quelques coups de cafard quand la nostalgie des miens et la solitude m'empoignaient, j'avais plus ou moins réussi à garder le moral. Mais ce n'était plus le cas. Mon phare restait désespérément humide. Je montais tous les jours sur la colline pour guetter un bateau, et tous les jours la mer s'étendait de toutes parts, vide. Je me sentais de plus en plus isolé, de plus en plus déprimé. À la fin, je décidai de ne plus monter à la colline de Gay, que ce n'était même pas la peine. Je restais donc dans ma grotte le jour aussi, recroquevillé sur ma natte pendant des heures. J'étais abattu, mais en colère aussi. Or, c'est cette colère qui peu à peu me poussa à vouloir me sortir de là. Je grimpai de nouveau sur ma colline de Gay. Je commençai par ramasser des feuilles et des brindilles sèches à la lisière de la forêt, puis je les cachai dans la large fente d'un rocher pour être sûr qu'elles restent toujours sèches et soient utilisables quand le jour viendrait. Mon phare avait enfin séché. Je le reconstruisis de plus en plus haut. Lorsque j'eus fait tout ce que je pouvais, je m'assis et attendis mon heure. Jour après jour, semaine après semaine, j'allais m'asseoir en haut de la colline, mon bout de verre bien poli dans ma poche, mon phare prêt à s'allumer. Quand le jour arriva, quand l'heure vint, je n'étais pas du tout en haut de ma colline. Un matin, encore tout ensommeillé, je sortis de ma grotte. Il était là. Un bateau. Un bateau avec d'étranges voiles d'un brun rouge, sans doute une sorte de jonque chinoise. Et pas si loin que ça. Je courus tout le long du sentier jusqu'au sommet de la colline de Gay. Stella me suivait en aboyant. Je préparais les feuilles sèches que j'avais cachées, pris mon morceau de verre et m'accroupis à côté de mon tas de bois pour allumer un feu. J'arrangeais des brindilles en haut du tas et posais le bout de verre par-dessus, comme je l'avais déjà fait la première fois. Puis je m'assis tout près, priant pour que les feuilles se consument. Chaque fois que je levais les yeux vers la mer, je voyais la jonque s'éloigner lentement, mais elle était toujours là. J'eus l'impression que cela durait une éternité, mais soudain une fine volute de fumée s'éleva, immédiatement suivie de la lueur d'une flamme, se propageant au bord d'une feuille. Je me penchai pour souffler doucement sur le feu et lui insuffler la vie. C'est alors que je vis ses pieds. Je levai les yeux. Le vieil homme se tenait en face de moi, me regardant d'un air furieux et meurtri. Il ne dit pas un mot, mais se mit à piétiner mon embryon de feu. Il s'empara de mon morceau de verre et le jeta violemment contre un rocher plus bas où il se brisa en 1000 morceaux. Je ne pouvais rien faire d'autre que le regarder en pleurant, tandis qu'il donnait un coup de pied dans mon précieux tas de feuilles sèches, qu'il démantelait mon phare, lançait les branches et les brindilles, une par une, en bas de la colline. Désormais, il ne restait pratiquement rien de mon phare. Je m'attendais à ce que le vieil homme se mette à m'injurier. Au contraire, il me parla très calmement. « Dameta » me dit-il. « Mais pourquoi » m'écriai-je. « Je veux rentrer chez moi. Il y a un bateau, vous ne le voyez pas. Je veux simplement m'en aller, c'est tout. Pourquoi m'en empêcher? Pourquoi » Je crus déceler dans son regard comme un éclair de compréhension. Puis, avec la plus grande raideur, il s'inclina très bas en disant « Gomenasai, gomenasai, désolé, très désolé. » Là-dessus, il me quitta et disparut dans la forêt. Je décidai immédiatement de le défier. J'étais si furieux que je ne me préoccupais plus des conséquences de ma désobéissance.
Stella sur mes talons, je longeai la plage, puis m'arrêtai devant la ligne de démarcation sur le sable, et là, délibérément, je la franchis. Je voulais qu'il sache exactement ce que je faisais. « Vous me voyez, vieil homme ?» lui criai-je. « Je suis passé de l'autre côté. J'ai franchi votre ligne imbécile. Et maintenant, je vais nager. Je me fiche de ce que vous pouvez dire. Vous pouvez arrêter de me donner à manger, je m'en fiche. Vous m'entendez, vieil homme ?» Je me retournai, traversai la plage en courant et me précipitai dans l'eau. Je nageai furieusement jusqu'à ce que je sois complètement épuisé et loin du rivage. « La mer est à moi autant qu'à vous !» criai-je. « Et je nagerai autant que je le voudrais. » Alors je le vis. Il apparut soudain en bordure de la forêt. Il me cria quelque chose en agitant son bâton. C'est à ce moment-là que je sentis une douleur cuisante dans la nuque, dans le dos et dans mes bras aussi. Une grande méduse blanche flottait juste à côté de moi et me touchait avec ses tentacules. J'essayais de m'éloigner, mais elle me pourchassait. Elle me toucha de nouveau, au pied cette fois. La douleur fut immédiate et atroce. Elle envahit tout mon corps, comme une décharge électrique continue. Je sentis mes muscles se raidir. Je voulus battre des pieds pour me rapprocher du rivage, mais ce fut impossible. Mes jambes semblaient paralysées, mes bras aussi. Je coulais et ne pouvais rien faire pour m'en empêcher. Je hurlai et l'eau entra dans ma bouche. J'étais en état de choc. J'allais mourir, j'allais couler, mais peu m'importait. Je voulais simplement que la douleur s'arrête. Et la mort, je le savais, l'arrêterait.